ce PowerPoint vous propose finalement quelques questions. C'est pas vraiment, je vous ai pas fait un guide juridique hein, du sujet, mais des questions qui se posent. Je vais tout de suite aller à la deuxième diapo si ça fonctionne. Donc non, il faut que je prenne la souris. Voilà. Finalement, aborder avec vous donc quelques questions autour du sujet. Je vais faire un premier point pour mettre un petit peu en situation, en perspective, cette question de la répartition du temps de travail. Indépendamment de la semaine, si vous voulez, des 4 jours ou des 5 jours, enfin dire quelques généralités, et puis revenir un petit peu historiquement, parce que ça a une incidence sur cette question de la répartition du temps de travail. Après, on verra un petit peu plus de manière un peu plus précise les modalités de la semaine de 4 jours qu'on peut voir d'un point de vue juridique, hein. La question de la mise en place, comment est-ce qu'on met en place, comment ensuite est-ce qu'on fait fonctionner, j'allais dire au quotidien, cette semaine de 4 jours, et puis dernier point sur le retour en arrière finalement, comment est-il possible? Alors il était convenu qu'on puisse à tout moment finalement poser des questions, intervenir, donc surtout ne vous gênez pas, je pense que je ferai de toute façon un point après chaque thème où vous prendrez la parole et vous me poserez des questions. Donc si à la fois il y a des choses pas claires ou des choses qui vous manquent, n'hésitez pas à intervenir. Je pense que vous êtes suffisamment peu nombreux, donc prenez la parole directement, ce sera aussi simple. Voilà. Voilà, alors petite mise en perspective d'abord sur cette question de la répartition du temps de travail. Je me suis permis un tout petit rappel historique euh, pour comprendre où on en est, arriver un peu à la situation. Finalement, la répartition du temps de travail n'était pas tellement un sujet en tant que tel dans la loi et dans le Code du travail. On a surtout abordé sous l'angle de la limitation, finalement, de la durée du travail d'un point de vue historique. Alors, j'ai remis quelques dates très anciennes. La première fois où on parle en fait un peu de répartition, c'est avec finalement le repos hebdomadaire hein, et le repos du dimanche qui a été institué en France en 1892 puis en 1906. Je ne sais pas si vous saviez ça. D'abord en 1892, c'est pour les femmes et les enfants. Le texte parle des femmes, des enfants, des filles et des femmes, voilà, hein, très précisément, et qui instituait donc un repos hebdomadaire obligatoire d'un jour qui est donné en principe le dimanche. Puis ça a été généralisé en 1906, et où on a finalement cette première question de la semaine et de l'organisation de la semaine. Les lois antérieures, elles étaient sur des lois de limitation de la durée, hein, notamment pour les enfants, etc. Ensuite, on fait un saut, on arrive en 1936 avec la semaine des 40 heures. Et donc, on a cette semaine qui institue enfin, cette loi du 21 juin 36 qui institue la semaine des 40 heures, avec des décrets qui vont parler de la répartition du travail sur la semaine. Donc, on n'a rien dans la loi en tant que telle sur la répartition de ces jours de travail, mais on l'a dans les décrets d'application de la loi des 40 heures. Et donc, on a des décrets qui sont tous faits sous le même format, donc avec un article premier qui détermine un champ d'application et un article 2 qui nous disent que ces 40 heures doivent être réparties sur 5 ou 6 jours, soit de manière égalitaire, soit de manière inégalitaire sur le dernier jour. Hein, donc, les textes venaient enserrer un petit peu cette répartition du temps de travail pour savoir comment on faisait les 40 heures, hein. Et donc, on a tout un secteur d'activités qui sont concernés. Un nouveau saut dans le temps, on arrive en 1978 un ancien article du Code du travail euh, qui, euh, qui va prévoir en fait, la possibilité de passer à 4 jours. Donc on est sur une loi de 1978 hein, qui insère un article dans le Code qui a disparu hein, depuis et qui nous dit qu'effectivement, lorsqu'on est donc avec une durée hebdomadaire qui n'excède pas 40 heures, hein, qui restait la formule légale, avec avis conforme, ce qui était assez rare, hein. Avis conforme, ça veut dire qu'on est obligé de suivre l'avis hein, des représentants du personnel. Eh bien, il était possible de déroger à ces fameux décrets de 1936 pour organiser une semaine de travail sur 4 jours, euh, voire sur 4 jours et demi. Donc, on a dû prendre le texte à l'époque parce que les décrets de 36 interdisaient en fait la semaine des 4 jours, puisqu'ils prévoyaient que les 40 heures devaient être réparties sur 5 ou 6 jours. Et d'ailleurs, c'était important à l'époque, puisqu'il y avait même des sanctions pénales à la clé, hein, puisque le droit du temps de travail, il faut le rappeler encore aujourd'hui, c'est un droit
qui est pénalement protégé. Il y a des infractions qui peuvent être commises si on ne respecte pas les limites maximales, etc. Et donc, il y avait eu d'ailleurs une affaire à l'époque où donc un employeur qui avait mis en place une semaine des 4 jours eh bien, était poursuivi devant les juridictions, notamment pénales, pour non-respect des règles en matière de durée du travail. Donc la loi est intervenue et a sécurisé en fait ce passage aux 4 jours. Finalement, 1982, les ordonnances, avec le passage aux 39 heures à l'époque, euh, vont faire disparaître cette référence aux 4 jours dans le Code du travail, ce qui va nous conduire à la situation actuelle. Et en 82, donc, on va ouvrir la liberté finalement d'organisation du temps de travail. On va inventer les fameux accords dérogatoires qui vont permettre notamment de sortir du cadre hebdomadaire. Donc, on rappelle que normalement, le temps de travail s'apprécie sur la semaine, pour ce qui est de la question des heures supplémentaires, par exemple, mais on va pouvoir dépasser la semaine pour faire ce qu'on appelait à l'époque les accords de modulation du temps de travail, qui sont aujourd'hui les formules d'annualisation, qui permet de faire fluctuer d'une semaine à l'autre le temps de travail. Alors, il y a une petite particularité juridique, c'est que les décrets de 1936 sont tout de même maintenus, tant qu'ils ne sont pas, tant que d'autres décrets n'y ont pas été substitués. Donc, il y a encore des décrets de 1936 qui sont applicables. Alors, la référence aux 40 heures n'a plus cours, bien entendu, mais les décrets, eux, sont toujours valables, et notamment qui demandent une répartition sur 5 ou 6 jours. Voilà. Donc, en 82, on prévoit que d'autres décrets peuvent venir se substituer ou intervenir dans d'autres secteurs d'activité, mais les décrets de 36 sont tout de même maintenus pour ce qui est de cette organisation du temps de travail. En 98 et 2000, on a les 35 heures, mais ça ne change rien de ce point de vue. Il n'y a pas eu d'impact sur ce terrain. Et donc, on arrive à la situation actuelle. Faire un petit tableau actuellement. On n'a donc aucune disposition légale dans le Code du travail sur cette question de la répartition du travail. Mis à part, donc je mets de côté, mais on pourra y revenir, la question du temps partiel. Ça, pour le temps partiel, normalement, on a l'obligation de prévoir la répartition de la durée du travail, la répartition du temps de travail sur la semaine, également sur la journée, mais sur la semaine. Si on met de côté le travail à temps partiel, donc on n'a aucune disposition dans le Code du travail qui nous dit qu'il faut organiser le temps de travail sur tant de jours par semaine, etc. On n'a rien du tout. C'est la même chose, je l'ai mis en droit de l'Union européenne. On a une directive importante en matière de temps de travail, une directive de 2003, qui influence beaucoup notre législation interne. Dernière influence que vous avez peut-être suivie, c'est celle des congés payés et des arrêts maladie. Vous avez tous entendu parler, j'imagine. Il y a eu donc un revirement de jurisprudence en septembre de l'an passé, puis une loi qui est intervenue en avril, qui permet donc aux salariés en arrêt maladie d'acquérir tout de même des congés payés. Bon, ce sont des conséquences directes de cette directive européenne et de son interprétation par la Cour de justice. Eh bien, dans cette directive, comme dans le Code du travail, donc, on n'a pas de législation, on n'a pas de texte sur la répartition du temps de travail sur la semaine. On a le principe de la semaine dans le Code du travail qui peut être dépassé, mais rien n'est dit sur la répartition de l'horaire sur les différents jours. Alors, il reste quand même ces décrets. Euh, il y a des décrets dits sectoriels qui concernent des secteurs d'activité. Les décrets de 1936 encore en vigueur et des décrets qui ont été pris sur la base de l'ordonnance de 1982. Donc tout dépend de la situation des entreprises, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui sont quand même soumises à ces décrets. Alors j'ai mis quelques références ici. Les décrets de 36, il y en a notamment celui sur la métallurgie et le travail des métaux, et puis il y a le BTP, la fabrication des matériaux de construction. Alors dans les décrets, l'article 1er vient lister très précisément les activités concernées. Les types d'activités. Il y a par exemple la bijouterie, j'ai vu dans le décret de 36, donc c'est les articles premiers. Alors évidemment, il y a des activités qui ne sont pas concernées aujourd'hui, même dans la métallurgie, parce qu'elles sont nouvelles, qu'elles n'existaient pas à l'époque. Par contre, un certain nombre d'entreprises, donc en fonction de leur activité principale, relèvent de ces décrets et doivent normalement organiser le temps de travail sur une base de 5 ou 6 jours. Et puis on a quelques décrets postérieurs donc, qui ont été pris. Là, j'ai la liste exhaustive.
qui concernent donc des secteurs, vous voyez, comme la restauration ferroviaire, les banques, établissements de finances, crédit, hôtels, cafés, restaurants. Donc on a des décrets qui viennent évoquer cette répartition du temps de travail, qui peuvent l'évoquer alors en des termes différents, qui permettent aussi des dérogations. Alors, en fait, il faudrait vérifier hein, pour chacune de vos entreprises si vous relevez ou pas d'un décret. L'impact n'est pas forcément très important puisque, on va le voir juste après, ce que ça impliquera, c'est qu'en fait, si on relève d'un décret, il faut forcément passer par un accord collectif pour mettre en place une semaine de 4 jours. Ça va être ça la conséquence juridique, finalement, de ce sujet. Voilà, donc le tableau actuel, c'est... Excusez-moi, j'ai une petite question. Oui, je vous en prie. Par rapport à l'accord collectif, parce que bon, bah, moi je suis dans la restauration, l'accord collectif, c'est à partir d'un certain nombre de salariés dans l'entreprise ou peu importe? Alors, l'accord collectif, il faut être en capacité de le négocier. Donc, c'est vrai que c'est un problème pour les petites entreprises qui Mm. n'ont pas forcément la possibilité de négocier un accord collectif, faute de délégué syndical. Mhm. Donc là, il faut trouver d'autres voies pour les mettre en place. Alors, il y a les accords de branche qui peuvent exister, donc au niveau régional, national, etc. D'accord. Et si vous n'avez pas de possibilité, c'est vrai que ça peut être contraignant. Donc parfois, il y a des possibilités de passer par un accord avec le CSE si on en a un. Mais Non. sinon, effectivement, voilà, ça va être la difficulté. C'est que si la dérogation, alors il faudrait vous référer au décret, est-ce que le décret vous est applicable? Mm. Et voir précisément ce que permet le décret. Si ce n'est pas les décrets de 36, ils peuvent permettre aussi des organisations sur 4 jours ou différemment sur décision patronale. En principe, il faudrait des accords collectifs, hein. Donc c'est vrai que D'accord. ça peut être compliqué de ce point de vue. Il faut quand même vérifier ça. Il faudrait faire une vérification Mm. particulière. Et est-ce D'accord, que merci. la Ouais. possibilité du référendum prévu par les derniers textes, elle est possible? C'est pas un accord collectif, mais c'est un référendum. Alors, et voilà, il faut voir, il faudrait rentrer dans le droit de la négociation collective, voir si lorsqu'un texte exige un accord collectif, notamment lorsqu'un décret demande un accord collectif, si on peut passer, donc il part effectivement les substituts de l'accord collectif dans les TPE. Voilà. Donc là, il faudrait vérifier si on peut l'envisager. Donc voilà, donc ça c'est pas un sujet de législation, hein, c'est ce que je voulais surtout vous dire. Donc on n'a pas dans le Code du travail de textes, de règles qui nous disent, voilà, le temps de travail se répartit, etc. Ça relève très largement de l'autonomie des entreprises et du pouvoir des employeurs d'organiser finalement leur temps de travail comme ils le souhaitent et l'horaire de travail. Alors on reparlera quand même un peu plus loin hein, si est-ce qu'il faut un accord, est-ce qu'il faut l'accord du salarié, etc. Voilà, cette petite mise en perspective. Donc, il n'y a pas d'autres demandes. Si, Oui. moi j'aurais une petite question. Alors, pour autant, il faut respecter la durée journalière du travail, non? Parce que Voilà, là, on il n'y va a le pas dire. d'impact sur la répartition, mais il faut quand même respecter la durée. Tout à Voilà. fait, je vais le préciser après. Effectivement, on a les limites maximales. C'est-à-dire, c'est comme ça que le droit du temps de travail s'est mis en place, hein, et notamment dans la directive européenne. On va avoir des durées maximales, on va avoir des durées minimales de repos et des durées maximales de temps de travail. Donc, ce sera le seul cadre, hein. Par contre, on Mm. ne nous dit pas si on doit faire ça sur 2, 3 jours. Alors, effectivement, D'accord. on va avoir du mal à faire 35 heures sur 2 jours, bah, Mm. parce que ça ne va pas être possible, parce que, on va dépasser les limites, hein. Mais d'un point de vue juridique, en tout cas, ça c'est quand même un point important, hein. Il n'y a pas d'autre contrainte que l'éventuelle existence d'un décret en fonction de l'activité de l'entreprise. D'accord. Merci. Alors, donc je peux passer au deuxième thème, sont les modalités de la semaine de 4 jours, avec un petit point préalable. D'abord, ce qu'on appelle la semaine, finalement, hein. Euh, le Code du travail nous définit la semaine, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, mais on peut avoir des accords d'entreprise qui euh, font différemment, notamment un accord d'entreprise pour prévoir que la semaine débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi. Donc on peut même prévoir d'autres formules hein, dans lesquelles on aurait des journées, des semaines de 7 jours, en tout cas consécutives. Il peut y avoir certains intérêts parfois pour des entreprises à aborder la semaine différemment qu'on le fait de manière classique.
Bon, il faut y trouver un intérêt. Généralement, on va rester sur une définition normale de la semaine, qui débute donc le lundi et jusqu'au dimanche inclus. Alors, ce qui déroge, hein, c'est lorsqu'on a justement du travail le dimanche. Lorsqu'on a du travail de dimanche, du travail de nuit aussi, où là, on peut avoir la volonté un peu d'aborder la semaine de manière différente. Mais je ne crois pas que vous êtes concerné sur travail le dimanche et travail de nuit. Je ne sais pas, tout à l'heure on parlait des vendanges. Quand il y a du contrat de vendange, parfois peut-être qu'il peut y avoir des activités le dimanche ou autre. Mais voilà, donc j'aborde pas ces points-là s'il n'y a pas de demande particulière. Du côté des modalités, bon, on peut classiquement en voir quatre, qui elles-mêmes, on pourrait faire des distinctions un petit peu à l'intérieur, sur ce passage en 4 jours. Euh, donc, à nouveau, j'enfonce un peu le clou, hein, ce ne sont pas des modalités prévues dans le Code du travail pour passer aux 4 jours, parce que vous l'avez compris, donc on n'a pas de texte, on n'a pas de cadre juridique sur la semaine de 4 jours en tant que telle. Dans la pratique, hein, j'ai vu qu'on pouvait parler de la semaine en 4 jours. Première modalité, cela veut tout simplement dire qu'on a un temps de travail habituel, sauf qu'on va le réaliser sur 4 jours. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. On est sur un décompte sur la semaine. Alors qu'on ait 35 heures, qu'on ait 38, qu'on ait 39, 40, peu importe, ben on les répartit sur 4 jours. Donc c'est ce que dans la pratique parfois on appelle la semaine en 4 jours, hein. On fait l'horaire classique, sauf qu'il est réparti sur 4 jours. Donc évidemment ça supposera, mais on en parlera après, de ne pas dépasser les maxima, mais c'est vrai que si on fait 40 heures, on peut faire 4 fois 10 heures. Ou si on est à 35 heures, eh bien, on fait 35 divisé par 4, hein, donc 8h45 minutes. La semaine de 4 jours, elle peut s'aborder alors dans le cadre de l'annualisation du temps de travail. Annualisation. Alors, il peut s'agir de sortir donc de la semaine avec des cycles. Ça peut être sur 2 mois, c'est pas forcément sur l'année. Ça peut être aussi triannuel maintenant, maximum. On peut même sortir de l'année, aller au-delà de l'année. Alors, je crois que certains d'entre vous sont un peu concernés par ce genre de dispositif qu'on met en place généralement par accord collectif, qui peuvent être aussi mis en place par l'employeur directement, dans certaines limites, euh, et qui vont permettre d'avoir des semaines hautes et des semaines basses. Donc là, ce qui va se passer généralement, c'est qu'on n'aura pas 4 jours de manière constante. Hein, c'est la grande différence avec la semaine en 4 jours qu'on peut instituer à titre pérenne et habituel. Dans les dispositifs d'annualisation, on va plutôt avoir des semaines à 5 ou 6 jours et des semaines à 3 ou 4 jours, voire du 5 jours, 4 jours, etc. L'idée, c'est donc qu'on ait des semaines hautes qui viennent compenser donc des semaines basses d'activité. Donc c'est déjà une réalité pour beaucoup d'entreprises, finalement, par le biais de différents moyens. Euh, Parfois, ce qu'on a, c'est, alors ça a été mis en place depuis les 35 heures, et ce qui est assez souvent, c'est qu'on a ces fameux accords de réduction du temps de travail qui ont donné lieu à des jours de réduction du temps de travail. Donc l'idée est que on va faire par exemple 39 heures par semaine, qui fait 4 heures au-delà de la durée légale, qui vont être compensées par des jours de repos. Donc du repos compensateur, plutôt que de payer du salaire, on va payer du temps. Et on aura donc des jours de repos qui viennent compenser l'augmentation du temps de travail sur le dépassement des 35 heures en fait sur la semaine. Alors, ce n'est pas une vraie semaine de 4 jours, si vous voulez, dans le sens où on a juste des périodes hautes et des jours de repos supplémentaires. Mais voilà, c'est déjà une réalité. Ça peut être une option si on ne veut pas avoir quelque chose de fixe, 4 jours toutes les semaines. Cette annualisation bien, permet de faire ça. Euh, la troisième modalité, c'est la réduction du temps de travail. Alors, par réduction du temps de travail, il faut faire attention parce qu'on peut entendre deux choses. On peut avoir le cas dont je parlais précédemment, l'entreprise qui est à 39 heures d'horaire classique et donc qui prévoit soit du paiement de salaire en plus, des heures supplémentaires, soit du temps de repos compensateur. Et on peut mettre fin finalement à cette pratique, dire non, on va revenir à 35 heures dans le cadre des 4 jours. Donc il n'y aura plus que 4 jours. Par contre, on n'aura plus ces semaines à 39 heures, on n'aura que du 35 heures. Et puis, on peut avoir, dans un deuxième sens, la réduction du temps de travail en dessous des 35 heures.
c'est le passage au 32, voire pourquoi pas aux 28 heures. Alors, ce passage-là, il n'est pas vraiment non plus prévu par le Code du travail, mais il pourrait exister, euh, où finalement la durée retenue sera inférieure à 35 heures, ce qui ne sera pas forcément du temps partiel, c'est juste qu'on aura une base de temps plein inférieure à 35 heures, hein, dans un sens quelque part plus favorable pour les salariés, ce qui suppose du maintien de salaire normalement. Et puis la quatrième modalité, donc, c'est le temps partiel. Donc la semaine de 4 jours est déjà une réalité pour beaucoup de travailleurs en France, parce ils ont des contrats de travail à temps partiel. Alors évidemment, la difficulté, c'est qu'on est sur des contrats où le salaire, évidemment, lui aussi est à temps partiel. Et donc, on a un nombre d'heures inférieur au temps plein exercé chaque semaine. Alors, je vais dire un mot un peu plus précis sur chacune de ces questions. Donc, je vais revenir sur le premier point, hein, sur la semaine en 4 jours, et vous pouvez m'interrompre, hein, si vous le souhaitez. Donc là, l'idée, c'est que le temps de travail est toujours le même, hein, pour les travailleurs, et on va simplement répartir sur 4 jours, comme je vous le disais. L'exemple, donc, c'est 8h45, hein, de temps de travail effectif par jour, ce qui va nous donner 35 heures sur la semaine. Jour consécutif ou non, finalement, peu importe. Donc là, comme je vous le dis, il n'y a rien dans le Code du travail qui interdit ou qui impose, qui fasse quoi que ce soit. C'est une répartition du temps sur 4 jours. On pourrait même l'envisager sur 3 jours, pourquoi pas. Là, la limite, évidemment, c'est les durées maximales. On a parlé de 4 jours et demi. Donc 4 jours et demi, bon, pour moi, de mon point de vue, c'est 5 jours en fait, hein. C'est 5 jours avec un horaire plus faible le cinquième jour. Euh, donc voilà, sur cette fameuse semaine en 4 jours, qui est une des options qui est peut-être la plus simple à mettre en œuvre et la plus lisible. Alors, vous avez vu que les décrets, hein, dont je parlais tout à l'heure, ils imposaient non seulement 5 jours, mais avec une répartition égale du temps de travail, et si c'était inégal, uniquement sur la cinquième semaine. Donc, lorsqu'on met en place autre chose, donc si on est hors décret, on peut faire ce qu'on veut. Donc, on peut faire des horaires variables d'un jour à l'autre. On peut mettre de l'horaire individuel, des horaires individualisés également, hein, c'est encore autre chose, des horaires collectifs, et puis on peut faire varier si on le souhaite. Le tout, c'est de prévoir tout cela d'avance. Et donc, si on déroge au décret, si on est dans le cadre d'un décret, bien, on déroge par l'accord, et l'accord peut aussi fixer, comme il l'entend, cette répartition. Voilà, l'annualisation, donc je l'ai dit, variation des horaires de travail sur un cycle supérieur à la semaine, des semaines hautes et basses. On peut avoir donc des semaines de 5 jours, d'autres à 4 jours. Le tout, c'est qu'on ait l'équivalent si on est sur l'année, des 35 heures, ce qui donne 1607 heures de travail effectif à l'année. On peut même prévoir plus, hein, je le dirai tout à l'heure aussi, si on fait des heures supplémentaires. Donc là, c'est une vraie fausse semaine de 4 jours. C'est quelque chose qui est déjà très connu. C'est simplement, on va avoir des périodes hautes, des périodes basses. Et donc, on aura des semaines à moins de 5 jours de travail par semaine. Alors, il est vrai qu'il y a certains accords d'annualisation où, en fait, on a juste allégé la journée. C'est-à-dire qu'on travaille peut-être que 30 heures, par exemple, mais toujours sur 5 jours. C'est sûr qu'on a juste 6 heures d'horaire de travail dans les périodes basses et on monte à 8 heures, par exemple, dans les périodes hautes. Pour la réduction du temps de travail, bon, on peut avoir plusieurs modalités, hein. Il n'y a pas de cadre particulier, comme je vous le disais. La réduction en dessous de 35 heures, hein, alors ça peut être 34, 33, 32, 28, 27, 30, enfin on fait comme on veut. Cette durée, elle va remplacer la durée légale. Donc l'idée, c'est de substituer à la durée légale une durée propre à l'entreprise. Donc pour ce qui est du déclenchement des heures supplémentaires ou du travail à temps partiel. Alors attention toutefois, les heures supplémentaires, si par exemple on est en horaire 32 heures, si on fait des heures supplémentaires, elles ne sont pas forcément majorées, puisque la majoration n'est prévue qu'à partir de 35 heures. Il faut respecter quand même un SMIC base 35 heures, une rémunération minimale garantie mensuelle et les minima conventionnels, certainement aussi. Alors on a peu d'exemples aussi, il n'y a pas beaucoup de littérature juridique et de contentieux sur
un horaire en dessous de 35 heures. Donc, on avait massivement, évidemment, quand on est passé de 39 à 35, mais on l'a pas beaucoup. On s'est un peu limité à 35 heures, donc on n'a pas beaucoup d'exemples où les entreprises ont vraiment baissé euh, la durée normale en dessous de 35 heures. On a évoqué la question des forfaits jours. Bref, finalement, là, même chose, hein, je veux dire, juridiquement, il n'y a pas trop de cadre. On sait que le forfait jour, c'est en principe 218 jours, avec la possibilité d'aller jusqu'à 230, 235, je crois, jours. Bon, si on voulait également baisser le temps de travail pour les forfaits jours, eh bien, on arriverait à quelque chose comme 175 jours, ce qui ferait qu'on serait à peu près un jour sur deux, finalement, en prenant toute l'année, hein. Là, c'est là qu'on se rend compte de la participation. Ça fait un jour sur deux, 175 hein, sur 365 annuels. Euh, on a le dernier point, donc le travail à temps partiel. Donc là, on a un temps pour les salariés qui est inférieur, donc on applique classiquement le régime du travail à temps partiel. Donc on pourrait l'envisager, alors je vois mal l'intérêt d'une entreprise à dire on va passer tous à temps partiel. Il y a quand même dans certains secteurs hein, où on sait que l'emploi est massivement à temps partiel, dans le secteur des services, services à la personne par exemple, où une grande totalité et j'allais dire de travailleuses, puisque le temps partiel est un temps très féminin sociologiquement, sont déjà en contrat de travail à temps partiel. Alors on pourrait envisager sur le papier qu'une entreprise eh bien, propose à tous ses collaborateurs des contrats de travail à temps partiel. Il n'y a pas d'interdiction hein, du recours au travail à temps partiel, il n'y a pas à justifier un passage à temps partiel, simplement il faut l'accord évidemment du salarié là pour le coup, puisqu'il faut un contrat de travail à temps partiel et on applique le régime du travail à temps partiel. Alors, ça peut être des modalités de certaines entreprises qui peuvent encourager, ou en tout cas proposer au volontariat le passage au travail à temps partiel avec un jour de moins. Donc, ou dans le contrat, donc on précise bien que ce sera un temps partiel avec un nombre limité de jours dans la semaine et on peut préciser également le jour en question. Voilà, donc c'est une autre modalité juridique, une alternative finalement à la semaine en 4 jours, donc à simplement la répartition du temps de travail sur 4 jours. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. Je ne sais pas quelle est la réalité du temps partiel aussi dans vos entreprises, si vous le pratiquez beaucoup ou pas, et si vous le pratiquez sous sa forme, non pas simplement réduction de l'horaire, mais réduction du nombre de jours, ce qui n'est pas forcément le cas. Qui est déjà une forme de semaine à 4 jours si c'est la situation. Voilà, s'il n'y a pas d'intervention, je peux continuer. C'est bon pour vous? OK. Alors, j'en viens question de la mise en place. Un peu plus technique. Comment on peut procéder pour passer finalement à 4 jours? Alors, la première modalité, euh, bah, c'est la décision unilatérale. Ce qu'on appelle juridiquement hein, la décision unilatérale de l'employeur. Donc, décision unilatérale par opposition hein, à la fois donc au contrat, donc à l'accord individuel, contrat de travail, et surtout par rapport à une négociation collective. Euh, donc, en principe, effectivement, l'horaire de travail relève du pouvoir de l'employeur et donc se décide unilatéralement par l'employeur. L'horaire de travail, ça peut être sur la journée, mais c'est aussi la répartition sur la semaine. Donc, en principe, il n'est pas dans le contrat de travail, donc je mets à part la question du temps partiel. L'horaire n'a pas à être rappelé forcément dans un contrat et c'est l'employeur qui le fixe librement. Alors simplement, cette décision unilatérale, en cas de présence d'un CSE, donc il est clair que la consultation préalable doit être envisagée. Donc consultation préalable du CSE sur ce projet de passage aux 4 jours, CSE qui n'a pas de droit de veto, hein. Le droit de veto n'existe que sur les horaires individualisés.
où là, l'avis doit être conforme du CSE. Sinon, je vous rappelle que le CSE est une simple instance consultative. Les horaires individualisés, alors j'entendais tout à l'heure qu'il y avait des plages libres, des choses comme ça. Certains, il y avait des organisations sur cette modalité-là. L'horaire individualisé, elle permet aussi aux salariés en autonomie de déplacer des heures d'une semaine à l'autre dans certaines limites. Et ça, l'horaire individualisé est un système particulier. Attention à ne pas confondre avec les horaires individuels. L'horaire individuel, on a des plages horaires déterminées par l'employeur qui sont différentes d'un salarié à l'autre. Ça, c'est un horaire individuel plutôt qu'un horaire collectif. Et les horaires individualisés, ça, c'est un dispositif qui est prévu, je vous ai mis la référence dans le Code du travail, et là où le salarié va disposer d'une autonomie dans la détermination de certaines heures de son horaire, qui vont permettre, comme je le disais, de passer même au-delà de la semaine. Alors voilà, donc cette décision unilatérale, elle est possible lorsque la négociation collective n'est pas obligatoire, hein, et lorsqu'on n'a pas nécessairement non plus à passer par le contrat de travail. Alors du coup, j'en viens à la question, je suis allé trop loin, la question de l'accord du salarié. Si je veux mettre en place par décision unilatérale, est-ce qu'il faut quand même que je demande à chaque salarié d'être d'accord ou pas? D'un point de vue juridique, encore une fois, en termes de pratique managériale, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, l'importance d'associer le personnel, le volontariat, mais en tout cas, le cadre juridique, est-ce que le cadre juridique suppose l'accord du salarié, c'est-à-dire un avenant au contrat de travail? Alors, cet accord, il sera requis dans certains points, certaines situations, pardon. D'abord, si jamais on a déjà contractualisé les horaires. Donc, si dans les contrats de travail, on a des clauses sur la répartition du travail sur la semaine. Alors attention, la Cour de cassation, depuis plusieurs années, hein, comme en matière de lieu de travail, c'est la même analyse qu'en matière d'horaire de travail, un simple rappel dans le contrat ne vaut pas contractualisation. C'est-à-dire parfois quand on vient de recruter quelqu'un, on lui transmet son contrat pour signature et dedans, il y a une clause qui rappelle les horaires de travail. Euh, Ça ne vaut pas contractualisation au sens plein du terme. Il faudrait vraiment qu'on ait une clause explicite qui précise bien que les horaires sont ceux-là, qui ne peuvent pas être changés sans l'accord du salarié. Donc, parfois, donc, on a des clauses qui sont de simples rappels, donc qui n'ont pas de valeur contraignante, si vous voulez. Donc, l'employeur peut passer outre la clause par décision unilatérale. Donc, c'est finalement sans doute la plupart du temps le cas. On a parfois des rappels horaires, mais on a rarement une contractualisation en tant que telle de l'horaire. Alors, évidemment, si on passe de temps plein à temps partiel, là, il faudra un accord, c'est un avenant. On peut parfaitement passer d'un temps plein à temps partiel, mais il faut un avenant au contrat et conclure un contrat de travail à temps partiel avec les mentions obligatoires de ce contrat particulier qui sont prévues par le Code du travail. Et alors, toutefois, on a quand même une question juridique qui se pose sur ce passage finalement de 5 jours à 4 jours, par exemple, ou même si on est en 6 jours et qu'on passerait à 5 ou 4, faut-il pas quand même demander l'accord du salarié? La Cour de cassation, effectivement, dans sa jurisprudence, nous dit deux choses. Elle dit, en principe, l'horaire de travail relève de l'employeur. Voilà. Donc, les horaires, comme je vous disais, ça peut être à quelle heure on commence le matin, à quelle heure on fait une pause, à quelle heure on s'arrête, et ça peut être aussi la répartition sur la semaine. Donc, le principe, ça relève de l'employeur. Donc, le salarié qui refuse, finalement, il commet une insubordination, il peut donc être sanctionné. C'est une faute disciplinaire que de ne pas se présenter aux horaires déterminés par l'employeur. Donc ça, c'est l'affirmation de la Cour de cassation, qui est claire, qui est nette depuis longtemps. Toutefois, la Cour de cassation nous dit, dans certains cas, donc évidemment, elle ne liste pas, on est dans de la jurisprudence, on n'est pas dans des textes légaux ou réglementaires. La Cour de cassation nous dit, dans certains cas, le changement d'horaire vient bouleverser l'économie du contrat, vient bouleverser ce qui avait été convenu, ou alors a un impact sur la vie personnelle trop important. Et donc, ça suppose ici que le salarié soit d'accord. Autrement dit, il peut refuser sans commettre une faute. On cite un arrêt en matière de répartition sur la semaine. J'en ai trouvé qu'un. Il est cité assez classiquement dans les
dans les différents ouvrages juridiques, un arrêt de 2001 sur un passage, alors c'est l'inverse, hein, c'est un retour aux 5 jours finalement, passage de 4 à 5 jours, donc avec un jour de travail supplémentaire, qui a été considéré comme une modification du contrat supposant l'accord du salarié. Alors c'est un contentieux, donc ce qui s'est passé, c'est que le salarié a refusé de venir un jour de plus, on l'a licencié pour faute, il a contesté, et en justice, il a obtenu la reconnaissance donc d'un licenciement injustifié parce qu'il était en droit de s'opposer à un retour finalement à 5 jours. Alors, cet arrêt quand même, d'abord, il est un petit peu ancien. Finalement, la Cour de cassation en droit du travail, hein, les arrêts, passés une dizaine d'années, on les considère presque déjà comme anciens, comme ça. Ça va tellement vite dans notre matière. Il n'est pas très explicite non plus. Aujourd'hui, la Cour de cassation, elle nous met bien plus d'éléments de motivation. Donc là, en 2001, quand on prend le texte de l'arrêt tout seul, voilà, on ne comprend pas tout à l'affaire. Visiblement, il y avait une forme de passage à 4 jours qui avait été considérée plus ou moins comme expérimentale, mais qui était devenue pérenne. Et on demande aux salariés de revenir un cinquième jour, apparemment, je dis apparemment parce que ce n'est pas très clair, mais apparemment sans augmentation du temps de travail, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément des heures supplémentaires qu'on lui demande, etc. Donc on va alléger les jours et on revient à 5 jours. Et ça a été vu finalement comme une modification supposant l'accord. Donc c'est un arrêt, donc il existe, mais on ne peut pas affirmer d'une manière certaine que un passage de 4 à 5 ou un passage de 5 à 4 suppose toujours l'accord du salarié. Alors là, on est en plein dans un petit peu les difficultés juridiques et de la discipline du droit du travail. C'est que tant que la Cour de cassation n'a pas été saisie d'un contentieux, on ne peut que faire des suppositions. On peut voilà, prendre des positions, mais qui sont jamais certaines. On n'est pas à l'abri que la Cour de cassation, imaginez que si la question se développe de plus en plus, de la semaine à 4 jours, et qu'on a des employeurs qui veulent imposer sans accord collectif, et même avec accord collectif, hein, finalement on a un accord collectif, on impose aux salariés, bah, il y aura peut-être des contentieux à l'avenir qui vont remonter jusqu'à la Cour de cassation, et peut-être que la Cour de cassation va nous dire finalement, de manière un peu générale, tout passage de 5 à 4 jours suppose l'accord du salarié. Donc il y a une petite indétermination. Euh, le schéma général, hein, c'est quand même l'horaire de travail est en principe de l'employeur. Les salariés doivent se soumettre à cet horaire. Voilà. Il y a ce bouleversement. Alors, qui plus est, dans cet arrêt, c'est un passage à 5 jours. On augmente. On a envie de dire, bah, si on diminue, ça paraît plutôt favorable. Donc, on ne voit pas pourquoi le salarié se plaindrait. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des salariés qui n'ont pas forcément envie de travailler sur 4 jours. Ça augmente leur durée de travail. Donc, on peut pas non plus avoir cet argument de dire c'est plus favorable ou pas. Voilà ce bouleversement. Donc, c'est un peu curieux, mais moi, je ne peux pas vous en dire plus sur ce sujet. Donc, est-ce qu'on peut affirmer, enfin, on peut pas tenir deux affirmations totales. Première affirmation qui consistera à dire l'accord n'est jamais requis, et l'autre qui faudrait considérer qu'il est toujours requis. Voilà. On est un petit peu dans un entre-deux. Il y a un principe, mais il y a cette exception du bouleversement sur le salarié. Il y a de la jurisprudence bien plus fournie, par exemple sur un passage d'horaire de jour à horaire de nuit. Là, dès lors qu'on passe en horaire de nuit ou inversement, il faut l'accord du salarié. On a eu les bouleversements avec du travail le dimanche qui n'était pas prévu au départ dans le contrat. Là, on va dire aussi bouleversement, travail le dimanche, ça suppose l'accord du salarié, si on ne l'a pas envisagé dès le départ. Euh, Passage de 5 jours à 4 jours, avec augmentation du coup des plages horaires sur la journée. Peut-être que la Cour de cassation nous dira, bah si, il faut quand même l'accord du salarié. Donc, malgré éventuellement même l'accord collectif. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un point très, très important parce que même si on déploie un accord collectif, etc., ne faut-il pas en passer par des accords individuels avec chaque salarié? Bah, c'est un sujet. Euh, donc, moi, je serais assez prudent. Donc, mieux vaut un qui peut le plus, peut le Et moins. Mais c'est un vrai sujet. excusez-moi, Oui. est-ce que l'accord du salarié doit être écrit ou on peut Alors, comme il n'y a aucune règle légale qui impose une forme particulière,
La réponse juridique, c'est l'accord, il n'est pas forcément écrit, hein, c'est une acceptation. Mais attention, c'est un problème de preuve. Ah oui. Et donc la jurisprudence nous le dit, sur la modification du contrat de travail, l'accord, il doit être explicite. Donc un accord explicite, le plus simple, c'est d'avoir un écrit, hein. Ouais. C'est vraiment le plus simple. Donc c'est des jurisprudences assez anciennes depuis les années 80. Il faut qu'on arrive à avoir un accord explicite. Et donc le fait de travailler aux nouvelles conditions ne vaut pas forcément accord. C'est ça qui est difficile à suivre, hein, mais c'est une jurisprudence constante. C'est pas parce que le salarié, on a l'impression qu'il a accepté, je veux dire, il exécute les horaires, mais il n'a pas forcément donné son accord. Donc c'est clair qu'il faut passer par un écrit pour cet accord-là. Voilà. Alors on pourrait dire, voilà, qui peut le plus, peut le moins, donc autant demander l'accord au salarié. Le problème, c'est que s'ils refusent, qu'est-ce qu'on fait? On peut être confronté à ça, donc ça pose problème. Puis deuxièmement, si on leur demande leur accord pour passer à 4 jours, bah, ça supposera parallélisme des formes. Si on veut retourner à 5 jours, il faudra à nouveau leur accord. Donc voilà, je suis presque un peu gêné parce que j'ai envie de vous dire, moi, le point de vue, c'est de dire non, mais l'horaire, c'est un problème, ça relève du pouvoir de l'employeur, donc en principe, le salarié doit s'y soumettre. Mais on a quand même un arrêt qui a reconnu qu'il pouvait y avoir là une modification du contrat qui suppose un accord du salarié. Et ça peut être tout de suite une difficulté, hein, bien sûr, pour les entreprises. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans certaines entreprises, on n'envisage pas le volontariat, puisqu'on se dit, bah non, l'organisation du travail est telle que c'est soit tout le monde, soit personne, hein. Euh, et qu'est-ce que je fais si certains refusent? Euh, voilà, on pourra revenir si vous le souhaitez sur la question. Alors, l'accord collectif, donc l'accord collectif avec en principe les syndicats, sauf formule dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, où on permet d'avoir un substitut, il va être nécessaire dans certains cas, en tout cas d'un point de vue juridique, il va être obligatoire. D'abord, pour les cadres en forfait jour, on en a parlé, si vous avez du forfait jour, le forfait jour, les conventions de forfait elles doivent être conclues sur la base d'accords collectifs. Donc là, il faudra soit modifier les accords collectifs existants, soit prendre un accord collectif spécifique pour diminuer le nombre de jours, si on veut diminuer le nombre de jours de travail des cadres. Ce qui d'ailleurs n'est pas impératif, hein. On peut tout à fait envisager dans une entreprise où on passe, ça je ne l'ai pas inscrit, mais on peut avoir de la semaine de 4 jours pour certains salariés, pas pour d'autres, hein. Comme on est dans le champ du pouvoir, on n'a pas non plus de principe d'égalité à respecter sur ces questions. On ne va pas dire ah, certains bénéficient, pas d'autres. Ce n'est pas un problème de règles d'égalité ici à respecter. Donc on peut envisager que les cadres en forfait, ils ont un nombre de jours, ils les placent comme ils veulent dans l'année, ils sont en principe autonomes, et qu'on n'envisage que pour les salariés qui sont en heures, un passage aux 4 jours par semaine. Alors l'accord collectif, il est nécessaire aussi, comme je vous l'ai dit, là où on a un décret qui organise la répartition du travail sur 5 ou 6 jours. Donc les textes du Code du travail, le texte le 31-21-67 prévoit la possibilité des décrets, et le 31-21-68 prévoit qu'on peut y déroger par accord collectif de branche ou d'entreprise. Donc si on relève d'un de ces décrets, eh bien, il faut passer par un accord collectif sur le fondement de l'article L31-21-68. Et puis, eh bien, il faut regarder aussi quel est votre environnement conventionnel. Si vous avez déjà des accords collectifs, soit d'entreprise, soit de branche, qui encadrent la répartition du travail et prévoyaient un horaire sur 5 jours. Alors, on peut arriver dans un cas un petit peu particulier où on aurait un accord de branche qui prévoit la répartition sur 5 jours ou 6 jours. Est-ce que je peux, par entreprise, accord d'entreprise, prévoir autre chose et prévoir 4 jours? Alors, je vous ai mis un texte, c'est un peu long, pardon. Il y a une difficulté juridique aussi ici. C'est la deuxième difficulté juridique. La première, c'est sur l'accord du salarié. La deuxième, qui est un petit peu en suspens, c'est la question de savoir si l'accord d'entreprise s'impose, prime, par rapport à un éventuel accord de branche. Là, visiblement, les juristes ne sont pas tous d'accord. Moi, mon analyse, là, elle est un petit peu plus ferme, je dirais, même si, encore une fois, on n'est jamais à l'abri de la jurisprudence. Moi, de mon point de vue, la question de la répartition du temps de travail sur 5 jours ou 4 jours relève de l'accord d'entreprise qui peut primer les accords de branche. Donc, même si un accord de branche réparti sur 5 jours, si l'accord d'entreprise dit 4 jours, c'est l'accord qui s'applique.
Donc, la difficulté d'interprétation, elle est sur cet article 2253-1. L'article, il nous dit que dans certains secteurs, il en liste 13, dans certaines matières, pardon, pas des secteurs d'activité, dans certaines matières, les accords de branche, alors quel que soit leur niveau, hein, régional, national, peu importe, les accords de branche s'imposent en principe sur les accords d'entreprise. Euh, donc, il y a cette formule avec le sixièmement ici. Euh, les mesures énoncées donc aux articles, etc., du présent code est relative à la durée, à la répartition et à l'aménagement. Le problème, c'est un petit peu le et, c'est toujours la même chose. L'interprétation du présent code est relative à. Donc, certains disent, mais en fait, toute la question de la répartition du temps de travail et de l'aménagement des horaires est un sujet réservé en principe à l'accord de branche. L'accord d'entreprise ne peut faire que du plus favorable ou de l'équivalent. Et d'autres disent, mais non, c'est uniquement les textes visés. Les textes visés, ils sont assez particuliers, ils portent sur les horaires d'équivalence, sur l'annualisation du temps de travail, sur le travail de nuit et sur le travail à temps partiel. Moi, c'est un peu mon analyse. Je pense que le texte, c'est un texte d'exception. Le principe, c'est l'accord d'entreprise aujourd'hui prime sur l'accord de branche, sauf dans les points visés par l'article en question. Et donc, il faut s'en tenir aux textes qui sont cités. Hein, donc, le premier, c'est les horaires d'équivalence. Alors, dans la restauration, il peut y en avoir notamment les horaires d'équivalence. C'est l'annualisation du temps, travail de nuit, travail à temps partiel. Voilà. Donc, par exemple, si vous faites de l'annualisation du temps de travail, si vous avez un accord de branche, et si cet accord de branche prévoit la répartition des jours sur la semaine, qui n'est pas forcément le cas. Si c'est le cas, eh bien, il faut respecter cet accord de branche, et par accord d'entreprise, on peut adapter, mais il faut des garanties équivalentes. Alors, je poserai un deuxième problème d'interprétation, c'est qu'est-ce qu'une garantie équivalente, hein. Donc, voilà, là, il y a un petit problème. On aurait peut-être du mal à sortir du cadre fixé par l'accord. Bon, mon analyse, c'est que ça ne concerne vraiment que ces sujets-là: horaire d'équivalence, annualisation du temps de travail de nuit et temps partiel. Donc, s'il n'y a pas d'accord de branche, on fait ce qu'on veut par accord d'entreprise. Si on a un accord de branche, s'il ne porte pas sur ces sujets-là, l'accord d'entreprise prime. Et donc, même si l'accord de branche prévoit une répartition sur 5 jours, vous pouvez, par accord d'entreprise, prévoir une répartition sur 4 jours. Voilà. En revanche, attention, hein, donc si vous avez un accord de branche qui prévoit une répartition sur 5 jours, la décision unilatérale de l'employeur ne pourra pas déroger. On est obligé d'appliquer l'accord collectif. Hop. Alors, j'en reviens à un dernier point sur les accords et la mise en place. Sur la question de l'articulation entre convention collective et accord individuel du salarié. Le fait qu'il y ait un accord collectif n'efface pas l'obligation éventuellement de demander au salarié son accord particulier. Donc, par exemple, si l'exemple simple, c'est sur le travail à temps partiel, vous avez un accord collectif qui prévoit la mise en place de travail à temps partiel, bah, dans tous les cas, il faudra quand même, salarié par salarié, conclure un avenant au contrat de travail pour passer à temps partiel. Si jamais on estime, et imaginez que demain, la Cour de cassation nous dise, ben, le passage d'un horaire de 5 jours par semaine à 4 jours par semaine bouleverse l'économie du contrat et suppose toujours l'accord du salarié. Il faudrait effectivement négocier, salarié par salarié, un contrat de travail, donc un avenant, avec 4 jours par semaine de travail. La seule solution pour s'en sortir, ce serait de passer par ce qu'on appelle un accord de performance collective. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce dispositif qui est aujourd'hui inscrit à l'article 2254-2. Donc, ce sont des accords collectifs qui vont pouvoir un peu s'imposer aux salariés par-delà leur contrat de travail. Donc, il faut d'abord qu'on s'inscrive dans la nécessité de préserver, développer l'emploi ou lié au fonctionnement d'entreprise. Il faudra que les syndicats soient d'accord pour conclure ce genre d'accord collectif. Et la particularité de ces accords est que leur stipulation, donc ce qu'ils prévoient, se substitue aux clauses qui seraient contraires du contrat. Donc, on passe par-dessus l'accord du salarié. Alors, en fait, le salarié peut quand même refuser, mais s'il refuse, on peut le licencier et le licenciement est justifié. Donc, ce sont les accords
petit peu, un peu brutaux, j'allais dire, hein, en termes de négociation collective, parce que les salariés n'ont pas le choix. Alors simplement, généralement, quand on prend ce genre d'accord, on a évidemment l'accord des syndicats, et ce sont les syndicats qui prennent un petit peu leurs responsabilités, hein, puisqu'ils savent que sur la base de cet accord, si les salariés refusent, ils devront quitter l'entreprise. Mais ça permet effectivement de s'assurer que ce qui est prévu s'impose à tous. Alors, on en a vu certains, des accords de performance collective, même dans la région, dans des secteurs qui étaient un petit peu impactés en termes d'emploi, où là, ben, on demande des efforts en termes Parfois, on a des augmentations de temps de travail sans augmentation de salaire, donc on diminue l'horaire, on diminue le salaire horaire pour faire en sorte que les salariés soient payés pareil, mais en travaillant plus, et ben, ça peut s'imposer aux salariés. Alors, est-ce que c'est quelque chose à mettre en place d'un point de vue dialogue social? C'est quand même compliqué. Il faut que évidemment les syndicats soient d'accord, et ça suppose qu'on soit prêt à se séparer des salariés. Voilà sur ce point du passage. Donc moi, je retiens qu'en principe, ça relève de l'employeur, donc on peut passer par décision unilatérale, ça devrait s'imposer aux salariés. Sauf qu'il y a quand même cette incertitude jurisprudentielle, hein, sur la possibilité que la Cour de cassation finalement impose l'accord du salarié pour voir passer de 5 à 4 jours. Donc pour l'instant, je pense qu'on a un seul arrêt de 2001, donc on ne peut pas dire qu'il y a une jurisprudence établie. Mais on est un petit peu dans l'expectative, hein. On attend un petit peu de précision de la Cour de cassation. Pour ce qui est des accords collectifs, donc l'analyse est de dire qu'en principe, un accord d'entreprise doit pouvoir le mettre en place. Peu importe donc si on a un décret qui prévoit autre chose, on peut déroger par accord d'entreprise. Et même si on a un accord de branche, en principe, l'accord d'entreprise peut déroger. Voilà. Et dans les relations donc entre l'accord du salarié et l'accord collectif, bien, il y a cette possibilité de l'accord de performance collective pour faire en sorte que l'accord s'impose à tout le monde, et qu'on n'ait pas de salariés qui puissent échapper au système s'ils renonçaient. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, on peut faire un point. Je ne sais pas si vous avez, vous, envisagé, enfin que ça vous paraît évident de passer par l'accord collectif, ceux qui ont des délégués syndicaux, ou si vous dites, bah non, on préférerait justement éviter l'accord collectif, ce qui supposerait peut-être de négocier aussi des contreparties, ce genre de choses. Je pense que l'ARACT préconise plutôt le passage par l'accord collectif, mais encore que ça peut être on peut avoir de la concertation finalement avec un CSE sans forcément conclure un accord collectif. En termes de dialogue social, tout dépend de vos situations en entreprise. Oui, oui, effectivement, on préconise, nous, de passer par une discussion en interne avec la possibilité déjà, dans un premier temps, de conclure un accord de méthode Hmm. sur la mise en place de la semaine de 4 jours, avec comment on va procéder, qui on va mettre autour de la table pour discuter sur le sujet, quel diagnostic va être fait en amont de la mise en place de la semaine de 4 jours, et puis déterminer un champ d'expérimentation. Alors, est-ce qu'on le fait Hmm. sur un secteur? Combien de temps on va expérimenter? Comment on se donne la possibilité de faire des ajustements? Quels indicateurs on se fixe également pour voir si bah, la semaine de 4 jours est à poursuivre, hein. Ce qu'on a pu voir dans les études qu'on a fait l'année dernière, les entreprises ne se sont pas vraiment mis d'indicateurs de suivi. Ça a été un petit peu au feeling de dire, bah oui, ça Hmm. marche plutôt bien. Euh, Nous, vraiment, on préconiserait d'avoir des indicateurs, alors qu'ils sont à la fois quantitatifs, hein, qui peut être une mesure du nombre d'accidents de travail, ce qui est une augmentation Hmm. de maladies de courte durée, mais ça peut être aussi du qualitatif pour voir est-ce qu'il y a des plaintes des salariés, est-ce qu'il y a un ressenti de meilleure ambiance ou de moins bonne ambiance. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Donc, passer par un certain nombre d'indicateurs qui permet de sécuriser l'étape d'après, qui est le déploiement, la pérennisation de l'accord d'entreprise qui arriverait dans un second temps. Et passer Hmm. par l'accord de méthode permet à la fois
eh ben de rassurer les organisations sociales, syndicales, pardon, de faire participer les salariés, d'être au plus près du travail réel et d'avoir un accord d'entreprise qui fonctionnera mieux Mm. que d'aller tout de suite sur la table de la négociation. Voilà. Ok. Voilà, peut-être, alors pour conclure sur la mise en place, je reviens sur ce problème, moi, qui me paraît, en tout cas juridiquement, un des problèmes le plus épineux, qui est celui de l'accord individuel, hein, du salarié. Euh, je ne pense pas qu'on puisse envisager dans les mois ou les années qui viennent un arrêt de la Cour de cassation qui dise de manière générale, le passage de 5 jours à 4 jours est une modification qui suppose l'accord du salarié. En revanche, je pense qu'on va vraiment avoir un peu du cas par cas. Notamment, on parlait des entreprises qui sont à 40 heures, 39 heures par exemple, et qui maintiendraient 39 heures sur 4 jours. Là, je suis à peu près convaincu que les juges nous diront, dans ce contexte particulier, d'une augmentation substantielle de l'amplitude journalière de travail, l'accord est requis. Hein, parce que 39 heures sur 5 jours, ça se conçoit bien, mais sur 4 jours, on arrive à presque 10 heures par jour. On est presque à la limite maximale. Et donc là, sans doute que l'accord individuel sera requis. Donc on risque d'avoir une jurisprudence, vous voyez, qui va un petit peu être en fonction du contexte, qui va apprécier s'il y a vraiment un changement majeur, et notamment du côté de charge de travail. Je vais y revenir juste après sur le fonctionnement, puisque ce à quoi est très attentive aujourd'hui la Cour de cassation, et de manière générale le droit du travail, c'est quand même la santé individuelle, l'impact, hein, donc la charge de travail sont des éléments importants aujourd'hui. Donc il me semble que, pour donner un petit peu quand même des lignes un peu plus précises sur ce problème de l'accord individuel, finalement, si on arrive à diminuer les horaires ou si on est juste à 35 heures sur 4 jours, je ne suis pas sûr que l'accord soit requis. Par contre, vraiment, si on est sur du 39 heures qui passe sur 4 jours, là, je pense que l'accord sera requis des salariés. Et donc, ça peut être vraiment un point qui fasse frein. Alors, peut-être qu'il faut en discuter avec les syndicats, effectivement, parce que quand on est dans des entreprises un peu grandes, hein, notamment où il y a beaucoup de salariés, bah, l'accord individuel de chacun, c'est pas forcément simple à mettre en place, à obtenir, et qu'est-ce qu'on fait si certains refusent, etc. Hein, donc là, ça peut être un sujet de discussion important. Alors, une fois qu'on a la mise en place, comment est-ce que ça fonctionne ensuite? Premier point, c'est le respect, on en a un petit peu évoqué tout à l'heure, hein, des règles relatives à la durée du travail. Dans le Code du travail, on a des maxima, des minima de repos également. Donc, on a les fameuses 10 heures par jour. Des accords collectifs peuvent prévoir jusqu'à 12 heures. C'est 10 heures par jour qui font que on ne peut pas faire 35 heures en 3 jours, sauf si on déroge, hein. On peut même aller jusqu'à 3 jours, vous voyez, si on a un accord collectif qui met en place 12 heures. En termes de maxima de travail par semaine, alors normalement, il n'y a pas d'impact, hein. Je rappelle juste les 48 heures par semaine. Les repos, les 20 minutes, tous les 6 heures de travail effectif, les 11 heures entre deux périodes de travail qu'on peut abaisser à 9 par accord collectif. Donc concrètement, entre le soir et le lendemain matin. Donc c'est vrai que quand on étend les plages horaires, voilà, il faut faire attention, surtout si on a des plages un peu variables, salariés qu'on fait terminer tard, s'il reprend trop tôt le lendemain matin, on peut dépasser Enfin, on peut ne pas respecter les 11 heures minimales. Et puis bon, là, fin de semaine, il n'y a pas d'impact. Si on envisage le passage à la baisse, hein, c'est les 24 heures, donc en principe le dimanche, plus 11 heures, qui fait qu'on a 35 heures entre le samedi soir et le lundi matin. On l'a évoqué rapidement aussi, attention aux salariés de moins de 18 ans. Eux, c'est 8 heures par jour maximum. Hein, donc sur 4 jours, eh bien, ça fera que 32. On a 12 heures de repos entre deux périodes de travail, sauf donc certains secteurs d'activité qui vont permettre des ajustements. Donc ça peut concerner les salariés de moins de 18, les apprentis, et encore plus si c'est moins de 16 ans, mais là on est sur des choses plus particulières. Voilà, pour le reste, donc les pauses, etc., ça relève de chaque entreprise, hein. Vous avez des pauses, alors elles sont instituées, vous avez peut-être des accords collectifs, vous avez peut-être des usages, vous avez peut-être rien du tout finalement sur la question des pauses. Donc
et toujours parallélisme un peu des formes, hein. Si vous avez un accord collectif qui prévoit des temps de pause et que vous voulez les réduire, parce que passage, on l'a dit, à 4 jours, on réduit le temps de pause méridien, par exemple, et bien donc du coup, il faut négocier à la baisse, réviser l'accord collectif, hein, bien sûr, pour s'adapter à ce qu'on a prévu. Dans le Code du travail, il n'y a quasiment rien là-dessus, hein. Les 20 minutes tous les 6 heures de travail effectif, c'est le minimum, et donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont des pauses évidemment plus importantes que celle-ci. Donc là, voilà, je ne parle que de ce qui est légal. Euh, on a eu un point particulier. Alors, je vous ai mis, pardon, l'arrêt de la Cour de cassation en texte intégral, hein, sur 2 slides, mais c'était un sujet important dans un arrêt l'an passé sur l'incidence des jours fériés, en fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça concerne une entreprise qui était partie qui a mis en place une semaine de 4 jours, une semaine en 4 jours, puisqu'ils ont fait 35 heures réparties sur 4 jours avec 8,75 heures, donc 8 heures et 45 minutes de temps de travail quotidien. Alors, ce qui s'est passé, le problème a été de savoir, donc il y a eu une action en justice, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un jour férié qui aurait dû être chômé, qui tombe sur un jour de non-travail. Alors, on peut être dans la configuration où toute l'entreprise ne travaille pas un jour, ou alors on a par roulement. Et donc, imaginez un vendredi 14 juillet, par exemple, et le salarié ne travaillait pas le vendredi 14 juillet. Enfin, voilà. Et on s'est demandé si du coup, il fallait une forme de récupération de ce jour-là. Bon, la Cour de cassation, elle rappelle les textes ici, et elle applique un accord d'entreprise, hein, qui s'appelait Organisation RTT, qui a été modifié pour faire une semaine en 4 jours. On est ouvrier, technicien de service de collecte des déchets, alors je ne sais plus quelle entreprise il est question. Voilà, on a un planning prévisionnel, arrêté, etc. Et donc, on avait un jour férié qui tombe sur un jour de repos. Voilà. La cour d'appel, les juges, les premiers juges ont estimé que le salarié devait bénéficier d'un jour de repos supplémentaire dès lors que le jour férié coïncidait avec un jour de repos prévu par le salarié, hormis le dimanche. Et finalement, la Cour de cassation va nous dire non. Donc là ici, la réponse, elle est là, et c'est ça qui vaut jurisprudence, hein, le paragraphe 6. La Cour de cassation rappelle bon, les termes de l'accord collectif en question, et elle dit finalement, quelque part, les jours de non-travail, bah, c'est des jours de non-travail comme les autres. Donc, il n'y a pas de repos supplémentaire ni d'indemnisation particulière s'il y a un jour férié qui est habituellement chômé dans l'entreprise qui tombe en dehors d'un jour de travail. Donc typiquement un vendredi 14 juillet ou un jeudi de l'Ascension où là le salarié ne devait pas travailler, eh bien il ne travaille pas, il n'a pas automatiquement droit à une compensation quelle qu'elle soit. Voilà. Donc finalement, ce sont des jours de non-travail, hein, en quelque sorte. Attention, ça peut être différent si on est dans le cadre d'une annualisation du temps de travail, où finalement le jour en question n'est pas un jour banal de non-travail, mais c'est un jour de repos compensateur suite à des horaires qui dépassent 35 heures sur la semaine. Je fais plus de 35 heures, donc on est à 39 heures, j'ai droit à avoir une compensation de ce surtravail. Il est donné sous forme d'un jour de repos particulier. Alors là, il ne peut pas être donné sous un jour férié chômé, il faudrait qu'il soit donné en dehors. Par contre, ici, dans le cadre simplement d'un horaire de travail sur 4 jours, bien, le jour, c'est un non-travail, donc pas d'incidence, sauf si l'accord collectif le prévoit, si on a un jour férié qui tombe en même temps. Voilà. Un mot sur les heures supplémentaires. Bon, bah, là, là aussi, hein, juridiquement, ça relève du pouvoir de l'employeur, sauf si on les a prévus dans le contrat de travail, sauf si on a une convention collective particulière qui encadre les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, donc, bon, elles peuvent être vues si jamais on a abaissé le temps de travail. On est passé à 32 heures dans l'entreprise. Donc, la petite particularité, c'est qu'il n'y aura pas de majoration obligatoire puisque dans le Code du travail, les heures supplémentaires, c'est celles qui vont être au-delà de 35, donc avec majoration. Donc si on prévoit 32, on peut faire 33, 34, il faut payer les heures, mais il n'y aura pas de majoration.
Alors, les heures supplémentaires, ça peut être un peu compliqué si on est sur 4 jours. Si on est déjà à 8h45, si on veut rajouter des heures supplémentaires, attention aux limites de durée du travail, évidemment. Euh, Bien sûr, on pourra rajouter les heures supplémentaires le cinquième jour, finalement. Donc, revenir à une forme d'horaire à 5 jours. Et là, peut-être qu'on va avoir l'idée que bah non, le salarié pourrait refuser puisque ça lui fait faire travailler un jour de plus. Et donc là, on pourrait avoir des controverses, des contentieux juridiques un peu compliqués, hein, si on prévoit un passage à 4 jours et finalement on fait faire des heures supplémentaires le cinquième jour. Et puis il y a les risques de surcharge de travail, mais là, c'est pas tant. Enfin, c'est une appréciation sur l'obligation de veiller à la santé des salariés. Euh, voilà, j'ai rajouté quelques points un peu rapides ici sur la détermination des jours travaillés. Bah, là, ça dépend de comment on a mis en place, hein, d'un point de vue juridique. Il n'y a pas de cadre, encore une fois, vous voyez, rien n'est encadré, rien n'est réglementé par le Code du travail sur ce sujet. Donc, tout est possible dans l'entreprise. Si on fait par accord collectif, par décision unilatérale, par avenant au contrat, quels sont les jours travaillés? Est-ce que c'est pour tout le monde pareil, pas pareil? Est-ce qu'on fait par roulement? Est-ce que le salarié, c'est toujours le même jour ou pas? Bah, il n'y a pas de règle de droit qui encadre cette question. Donc ça relève un petit peu de soit de la décision de l'employeur, soit de la négociation qu'on a eue ou du temps d'échange avec les représentants des travailleurs. Euh, donc ce qu'on voit apparemment dans certaines entreprises, c'est du roulement, hein. C'est pas pour tout le monde pareil. Donc, on peut être sur ce sujet-là. Finalement, on a un jour, c'est jamais le même. Euh, mais on a des plannings annuels qui prévoient bah, quels seront les jours travaillés, les jours non travaillés. Voilà. J'ai ajouté un point aussi, hein, pour vous rappeler, on en a parlé, la charge de travail qui est devenue un élément important en droit du travail. Euh, Pas de texte particulier, là encore une fois, en dehors des limites maximales, hein, on nous dit 10 heures par jour, etc. Mais il y a une obligation générale de prévention. C'est impératif dans le cas des forfaits jours. Ça a été des motifs où on a annulé les conventions de forfait parce qu'il n'y avait pas eu de mise en place réelle d'un contrôle de la charge de travail. Donc on peut pas penser aussi que dans le cadre d'un accord collectif qui abaisse donc à 4 jours par semaine, en augmentant les horaires de travail journalière, il faut mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle de la charge de travail. Donc il ne suffit pas de l'inscrire dans le texte, il faut vraiment qu'il soit réellement mis en place et déployé avec des contrôles au moins annuels qui sont faits sur le salarié, des points avec lui, des suivis individualisés, hein, sur l'augmentation de la charge de travail. Voilà, j'avais mis un mot sur le retour aux 5 jours. Bah, il n'y a pas vraiment de règles non plus. Alors, ce qui est possible, bien sûr, c'est de passer à l'expérimentation. Donc, on a un accord collectif, on a une solution où on vient expérimenter. Donc là, on précise qu'on est à durée déterminée. Donc, il n'y aura pas de problème à retourner à la situation antérieure. En revanche, si on a mis en place un système pérenne, bah, la réponse qu'on peut faire, c'est si on l'a mis en place par accord collectif, si on veut retourner, revenir en arrière, il faudra réviser l'accord collectif. Si c'est une décision unilatérale, bon, on reste sur la décision unilatérale. Si on a contractualisé avec chaque salarié, il faudra évidemment revenir sur l'accord qui a été pris et redemander aux salariés de revenir sur 5 jours avec leur accord. Donc pas de réponse juridique définitive. Alors voilà sur ces éléments de PowerPoint, est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Et euh, éventuellement, je pourrais vous faire voir, parce que donc on a des accords collectifs qui sont publiés sur les France et qui peuvent peut-être vous inspirer pour organiser vous-même ce passage. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certains points? N'hésitez pas. Alors, moi, j'ai une question. Oui, Euh, Par rapport aux congés, parce que les congés, on est sur des semaines, des jours, enfin, ouvrés, ouvrables. Euh, Comment ça se passe?
par rapport à la pause d'un congé, parce qu'on va être sur des journées plus longues, on n'est pas sur du 7 heures. Quelqu'un qui prend un mardi, est-ce que c'est une journée complète? Est-ce que c'est une journée plus importante? Ouais, c'est toujours, toujours délicat. Alors, vous savez qu'en principe, donc, si on applique le régime du Code du travail, hein, si on n'a pas de régime distinct, on est sur le jour ouvrable. Hein, et donc, on raisonne en termes de jours et de prise d'un jour de congé. Finalement, peu importe l'horaire réel qu'on aurait dû accomplir, on va décompter un jour. C'est-à-dire que si on a, alors notamment si on a une répartition inégale des heures de travail sur les différents jours, hein, un jour fait un jour, donc on ne tient pas compte de l'horaire. Et donc, on va raisonner comme dans les entreprises qui sont déjà à 5 jours, sauf qu'on a 4 par semaine au lieu de 5, mais c'est le même raisonnement. Donc, jour ouvrable pour l'acquisition, jour ouvrable pour la prise. Et évidemment, on sait bien qu'en pratique, eh ben, ça peut être différent en fonction de quand est-ce qu'on a pris le jour en question, finalement, qui vont permettre d'avoir un temps plus long. Imaginez qu'on travaille lundi, mardi, mercredi, on ne travaille pas le jeudi et on travaille le vendredi. Donc, si on pose le vendredi, combien de jours je décompte? Finalement, que pour un jour, on va décompter les jours ouvrables jusqu'au lundi. Bon, on a toutes ces... ça qui est fait, en plus lorsqu'il y a des jours fériés chômés dans l'entreprise. Mais dans le cadre légal, en tout cas, pas d'impact. Enfin, si vous voulez, c'est la même chose que quand on raisonne sur 5 jours, hein, sauf qu'on est sur 4 jours. Alors, on a eu, alors ça me fait penser, on a eu un arrêt l'an passé, je ne sais pas si, alors tout dépend des pratiques d'entreprise, sur la question de savoir le jour, hein, combien compte le jour pour la détermination d'heures supplémentaires, en fait. C'est-à-dire que on avait un employeur qui, donc un salarié avait pris 2 jours de congé, je crois, sur ces 5 jours, et l'employeur avait augmenté le temps de travail des jours travaillés. Donc vous avez 2 jours de congé, donc imaginez lundi, mardi, congé, équivalent à 7 heures, puisqu'on était à 35 heures sur 7, et l'employeur augmente le temps de travail sur les mercredis, jeudis, vendredis. Au lieu de faire 7 heures, on demande 8 heures aux salariés ou 9 heures. Et le salarié dit, mais j'ai des heures supplémentaires. Et la Cour de cassation, jusqu'à présent, dit, bah non, il n'y a pas d'heures supplémentaires, puisque heures supplémentaires, c'est au-delà de 35 par semaine. Là, le salarié, il n'a pas travaillé de lundi, mardi. Il a travaillé en fait 3 fois 8, 24 dans la semaine, donc il n'y a pas d'heures supplémentaires. Et finalement, il y a eu un revirement de jurisprudence, influencé par l'Union européenne, très nettement, hein, par la directive européenne, en disant qu'il y a un effet dissuasif de prendre ces jours de congé si on augmente le temps de travail sur les autres jours. Et donc, il faut le versement d'heures supplémentaires. Et là, on en vient du coup à calculer quel aurait dû être l'horaire, quel est l'horaire réel, etc. Donc, il y a une attention un peu plus grande des juges sur cette question des horaires réels, alors que le Code du travail, lui, comme il raisonne en jour ouvrable, finalement, un jour, c'est un jour, peu importe le nombre d'heures. Et ce qui est d'ailleurs compliqué pour quand on fait du 4 jours et demi, parce que comme je vous le disais, 4 jours et demi, le demi-jour, c'est un jour en fait. Hein. C'est un jour comme un autre travaillé, mais sauf qu'il y a moins d'heures, mais c'est un jour travaillé d'un point de vue légal, hein, si vous voulez. Donc voilà, ce point un petit peu particulier. Et c'est vrai que je pense que quand on met en place des plannings et qu'on prévoit un accord de semaine de 4 jours, il faut avoir en tête cet impact à la fois sur les jours fériés, comment dans l'entreprise, hein, quels jours sont chômés, etc. Donc, quel va être l'impact? Et puis sur la prise des congés, je pense qu'il faut réglementer en même temps, effectivement, cette prise de congés. Et le troisième point, les éventuelles heures supplémentaires. Si on horaire 39 heures, ça veut dire qu'on va avoir des jours, non seulement des jours de non-travail, mais il faut aussi des compensations. Si on est à 39, il faut une forme de compensation, soit financière, soit sous forme de repos supplémentaire. Et il faut bien avoir ça en tête. Euh, alors, c'est là aussi, dans certaines entreprises, si j'ai bien compris, on était sur des horaires de 39 heures, on avait des jours du coup de compensation de cet horaire de 39 heures, et on va passer finalement à 4 jours, mais on va redescendre à 35 heures. Et donc, ce qui fait que certains salariés vont dire, bah, finalement, ça revient un peu au même, on aurait préféré travailler plus et avoir des jours de congé supplémentaires, et finalement, on va revenir à 35 heures. Et alors, ça peut être pénalisant pour les salariés lorsqu'on avait un système en fait de paiement et pas simplement de jours de repos, mais on avait de la paye supplémentaire
parce qu'on faisait 39 heures, on passe en 4 jours, mais on fait 35, il n'y a plus ces heures supplémentaires, ou en tout cas ces heures au-delà, et on va baisser finalement le salaire réel, même si juridiquement on va pouvoir l'imposer aux salariés. Là, ça peut être mal perçu quand même pour les salariés qui vont voir une baisse de pouvoir d'achat en quelque sorte. Donc tout ça doit être anticipé également, je pense, dans la mise en place de l'accord.